Please be seated. Mr. Groom, are you ready? Le président, Monsieur Groom, êtes-vous prêt? Monsieur Groom, oui, tout à fait, Monsieur le Président. Président, je vous en prie. Messieurs les juges, je vais maintenant vous parler des tireurs embusqués. Car les tirs embusqués ont joué un rôle différent dans la campagne de terreur menée contre Sarajevo. L'imprécision bruyante des bombes aériennes modifiées contrastait avec le silence mortel des balles des tireurs embusqués. Les habitants de Sarajevo se cachaient derrière les bâtiments, derrière des conteneurs d'expédition maritime pour essayer en fait de prendre leur courage à deux mains pour traverser une rue là où d'autres avaient été abattus avant. Perchés, juchés silencieusement autour de la ville, les soldats de la VRS attendaient sur des positions stratégiques au-dessus de la ligne de tram, au-dessus des allées empruntées par les civils qui devaient aller chercher de la nourriture, de l'eau, du combustible pour se chauffer. Ils attendaient silencieusement, le doigt sur la gâchette, jusqu'à ce que quelqu'un ose courir, se précipiter devant leur ligne de mire. La rue principale qui longeait la Miljacka est devenue si tristement célèbre pour le nombre de tirs qu'elle finit par être appelée l'allée des tireurs embusqués. L'un de ces tireurs embusqués viendra témoigner à propos de cet aspect de la campagne de terreur. Il décrira ses ordres qui étaient de tirer sur tous ceux qui bougeaient et se déplaçaient en dessous de l'endroit où il était juché. D'autres témoins présenteront des éléments de preuve sur la façon dont les tireurs embusqués étaient formés et comment l'activité des tireurs embusqués autour de la ville était coordonnée. Aujourd'hui, Nermin Divovic aurait 25 ans. Le 18 novembre 1994, il en avait 7. Et c'était un garçon qui grandissait dans Sarajevo, assiégé. Nermin rentrait et revenait avec sa mère et sa sœur. Ils étaient allés ramasser du bois pour se chauffer. Au moment où ils ont traversé une rue, un tireur embusqué a visé la mère de Nermin. Sa balle a traversé son abdomen et a frappé Nermin qui marchait à côté de sa mère. La balle du tireur embusqué l'a touché à la tête, provoquant immédiatement une blessure mortelle. Le petit garçon s'est effondré mort sur le trottoir, juste en dessous ou près des pieds de sa mère, qui d'ailleurs pensa à ce moment-là qu'il faisait tout simplement ce qu'elle lui avait appris à faire, s'allonger dès qu'on entendait les premiers tirs. Et voilà ce qu'elle dit. En fait, je me trouvais au premier carrefour. Ma fille avait déjà traversé, elle avait couru et moi j'étais restée derrière avec Nermin. Je l'ai vue tomber et étant donné que je lui disais toujours « Écoute mon fils, quand tu entends les tirs, tu t'allonges », je ne me suis pas rendu compte qu'il était blessé jusqu'au moment où la Forpronue l'a placé derrière les buissons. À ce moment-là, je n'avais pas encore compris que mon petit garçon avait été tué. Fin de la citation. La planche 83 vous montre un nid de tireurs embusqués. Au cours de la présentation des moyens à charge, l'accusation vous présentera des photographies prises d'un certain nombre de nids de tireurs embusqués. En fait, ce que l'on comprend en voyant ces photographies est que à Sarajevo, très souvent, les tireurs embusqués tiraient à des distances très très courtes. Parfois, il s'agissait de quelques centaines de mètres. Mladic a utilisé les tireurs embusqués dans un contexte d'attaque contre la population civile et absolument pas comme les tireurs embusqués sont utilisés dans un conflit armé. C'était une stratégie pour tirer sur des civils à partir d'une position où ils étaient cachés, en ne les avertissant pas, en ne leur donnant pas la possibilité de se protéger. Le but était de créer la sécurité, de créer la terreur.
Nous avons ici une autre photographie d'un autre nid de tireurs embusqués. Le photographe n'a pas du tout agrandi ce que l'on voit à l'image. Il a pris la photo pour montrer les bords de ce trou par lequel passe le canon. Et cela vous donne une idée de l'échelle et de la proximité du tramway qui se trouve juste en bas par rapport au nid du tireur embusqué. L'accusation versera au dossier des documents qui portent sur les tirs embusqués. Nous avons ici la planche 85, un officier du renseignement du corps de Sarajevo-Romagna de la VRS qui déclare il faut mettre fin aux activités des tireurs embusqués uniquement sur ordre et l'organisation interne et conformément à cela en prenant des mesures adéquates. Donc, cela dit très précisément que la décision finale sur toute mesure relative au tir embusqué doit être prise par le commandant du corps. Alors, nous avons John Jordan, c'est un pompier, un volontaire qui vient des États-Unis. Il s'est rendu à Sarajevo pour aider les pompiers après avoir vu comment leur tirer dessus, comment les tireurs embusqués leur tiraient dessus pendant qu'ils essayaient d'éteindre les incendies. Et voilà ce qu'il dit. Je le cite, mais quelle excuse peut-on trouver, quelle justification lorsque l'on tire sur un pompier pendant qu'il essaye d'éteindre un incendie? Quelle raison est-ce que l'on peut trouver à cela, au bombardement sur ceux qui attendent dans les lignes, dans les queues pour avoir de l'eau, du pain, etc. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu un moment où nous ne nous occupions pas à ramasser les blessés, les morts. Certaines attaques par les Serbes semblaient prendre pour cible le plus jeune de la famille, la plus belle, par exemple, dans un groupe de filles. C'était comme si c'était par rancune que l'on tirait. On essayait de faire le mal le plus grand, la souffrance la plus grande aux survivants. Le 15 août 1994, Ratko Mladic passe une partie de la journée à conduire Milan Lesic, quelqu'un qui lui accorde son soutien, qui est venu du Canada. Lesic a fait une vidéo et cela garde la trace de ses conversations avec Mladic et leur déplacement. Ils ont descendu une route. Et cela a rappelé Mladic que ces hommes ont nettoyé, ont enlevé les barricades de cette route avec des tronçonneuses et des chars. Et Mladic commence à parler des tirs embusqués à ce moment-là et dit comment cela a interrompu la circulation ici. Et nous avons la planche 87 où il dit, je le cite, à chaque fois que je passe par Sarajevo, je tue quelqu'un. Au passage. Et c'est la raison pour laquelle la circulation à Sarajevo a été interrompue. Des tireurs embusqués. Liquidés, ces Turcs. Fin de citation. Et cette déclaration a été enregistrée. Elle fait partie de cet enregistrement vidéo. Et je vais demander à Madame Stuart de nous montrer cette vidéo à présent. Mladic, maintenant je vais vous montrer ce qui se passe l'autre fois sur cette route. Mladic, sur cette route, oui justement, mais je les ai bien trompés. Je les ai emmenés là et puis avec des tronçonneuses on a enlevé les barricades. Tout ça c'était bloqué et puis nous avons fait passer des chars par là et nous leur avons réglé leur compte aux Turcs. Question, régler leur compte. Mladic, à chaque fois que je passe par Sarajevo, je m'arrête un instant et puis je tue quelqu'un au passage. C'est pourquoi on a arrêté la circulation. C'est pourquoi il n'y avait plus de circulation pour Sarajevo. Donc, par des tireurs embusqués, je leur nique leur mère aux Turcs. Je leur règle leur compte. Je ne sais pas si vous tuez aussi au Canada et en Amérique ces oustachis. Il faut les tuer là-bas. Et ceux qui les soutiennent, et également les nôtres qui coopèrent avec eux.
Lešić, oui, oui. Reprise des débats. Mladic parle de ces tirs embusqués qui prennent pour cible la population de Sarajevo comme si c'était un sport, comme si c'était récréatif. Il y a nombre de blessés et de tués, des milliers de personnes qui traversent les rues tous les jours, qui envoient leurs enfants à l'école et qui ne savent pas si la journée se terminera tragiquement. Eh bien, pour eux, ce n'était pas récréatif. L'effet conjoint des bombardements indiscriminés et des tirs embusqués sur les civils a constitué un brouillard de terreur qui a empoisonné la vie de ceux qui ont vécu à Sarajevo à ce moment-là. Pendant le siège d'avril 92 jusqu'au novembre 95, ceux qui vivaient à Sarajevo pouvaient s'attendre à tout instant de leur vie à être blessés gravement ou à être morts. À chaque fois qu'ils sortaient de leur bâtiment, à chaque fois qu'ils couchaient leurs enfants, ils n'étaient jamais en sécurité en se promenant dans les rues, en marchant dans les rues, en conduisant. Le tramway n'était pas un lieu sûr. La maison n'était pas un lieu sûr. Cette terreur était conçue par Kadic et par Mladic, a été imposée par eux à Sarajevo et c'était la triste réalité des Sarajeviens pendant le siège. Alors parlons maintenant du premier objectif stratégique, à savoir la séparation le long des lignes d'appartenance ethnique. Alors, le premier objectif stratégique et le plus important en même temps était l'objectif démographique, à savoir séparer les groupes ethniques, faire en sorte que les territoires contrôlés par les Serbes de Bosnie ne comptaient plus de musulmans ni de Croates. Planche 90, nous avons là un document du premier corps de la Krajina, moins de 10 jours après la création de l'armée des Serbes de Bosnie. Et je cite... La population serbe doit se battre pour qu'une séparation complète se fasse entre eux et les musulmans et les Croates. Et ils doivent constituer leur propre État. Fin de citation. L'état-major principal de l'armée des Serbes de Bosnie a coordonné le transfert des populations qui ont été ethniquement nettoyées de leur maison. Nous avons ici la planche 91 qui nous montre un rapport du corps de la Drina adressé à l'état-major principal de la VRS. En date du 31 janvier 1993, nous avons la brigade de Zvornik qui a ouvert un corridor pendant 10 heures pour que ceux qui ont fait l'objet de nettoyage ethnique et ainsi chassés de leur foyer en Bosnie orientale puissent quitter cette zone. Illustration 92, un rapport des Nations Unies qui date du mois d'octobre 1992 qui montre un schéma tout à fait net de tuerie, de viol et de destruction de maisons. Et cela nous montre clairement que le nettoyage ethnique a été l'objectif de l'action militaire et non pas une conséquence qui n'avait pas été souhaitée. Et je cite, « Le nettoyage ethnique ne semble pas être la conséquence de la guerre, mais plutôt son objectif. Ce but, dans une large mesure, a déjà été atteint. Et ce par le biais des meurtres, assassinats, des passages à tabac, des viols, des destructions de maisons et des menaces. » Des centaines de milliers de personnes ont été forcées à quitter leur foyer, abandonner leurs biens afin de garder la vie sauve. Fin de citation. Ici, la planche 93, on dit à Mladic qu'on a chassé des gens de leur maison. Et il ne s'agit pas là de gens qui prennent la fuite. Il s'agit d'un transfert forcé de personnes de leur maison. Et Mladic note, je cite, « Nous avons été très actifs, le plus actif à chasser les musulmans. Nous avons ramené la paix à Shepak, Divic et Kozluk. Certains d'entre eux voulaient partir. Et puis, nous l'avons demandé aussi. » Fin de citation. Alors, Kozluk est une ville qui se situe au nord de Zvornik. La population musulmane avait remis l'ensemble des armes et a accepté de reconnaître les nouvelles autorités, nouveaux pouvoirs serbes.
Ici, nous avons la note qui porte sur le jour où les autocars sont arrivés et où, jusqu'au dernier, les habitants de Kozlouk ont été obligés de monter à bord de ces autocars et ont été transportés en passant par la Serbie à la frontière hongroise. Alors, maintenant, le nettoyage ethnique à Bratunac. Nous avons la planche 94. Une autre information sur Bratunac fait suite à la précédente. Je vous ai montré précédemment une note dans le carnet de Mladic sur l'état d'avancement du nettoyage ethnique à Bratunac. Ici, nous avons la note de Mladic disant qu'il n'y a plus de musulmans à Bratunac. La ville est considérée comme étant complètement libérée. Une autre façon qu'on cherchait les leaders serbes de Bosnie à rendre permanent le nettoyage ethnique, à savoir la destruction de biens destinés au culte, biens culturels. Dans certains cas, les écoles, les églises et les mosquées ont été détruites pendant les premières prises de pouvoir. Nous allons parler de 11 destructions de 11 municipalités où les destructions où nous avons choisi donc de vous parler de ces destructions. Mais même cette présentation limitée permettra à la Chambre d'arriver à la conclusion que ces destructions ont fait partie d'une campagne de persécution. Alors, un aspect du nettoyage ethnique était un système coordonné de rassembler ceux qui ont fait l'objet du nettoyage ethnique, de les placer dans des centres de détention et de les expulser du territoire qui était entre les mains des Serbes. La direction serbe de Bosnie a mis sur pied un système qui a permis de chasser les non-serbes et on a appelé cela des échanges. D'emblée, ce système était conçu pour intégrer la détention et le départ forcé des civils des territoires qui ont été pris pour cible. Le 8 mai 1992, on a créé une commission centrale chargée de l'échange des prisonniers et tout de suite, on a commencé à organiser le rassemblement des prisonniers, qu'ils soient militaires ou civils, et on a fait en sorte que, au moins pour ce qui est des détenus civils, eh bien, qu'on les écarte, qu'on les déplace de force des zones où qui n'étaient pas prises pour cible par les Serbes. Alors, prenons maintenant la planche 95, le 2 juillet 1992. Alors, deux choses sont claires grâce à cette planche. Premièrement, que dans l'entreprise générale de l'armée des Serbes de Bosnie était de jouer un rôle important dans la capture d'autant de musulmans que possible. Et deuxièmement, que des centres de détention où seront placés ces gens, eh bien, ne respectent aucune norme internationale. Je cite l'armée, les cellules de crise et les présidences de guerre ont demandé que l'armée rassemble autant de civils musulmans que possible et qu'ils remettent ces camps aux organes chargés des affaires intérieures. Les conditions dans certaines de ces camps ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de nourriture et parfois les normes internationales ne sont pas respectées, etc. Fin de citation. La direction serbe de Bosnie a créé un système coordonné par le biais duquel les non-serbes ont pu être rassemblés, ont pu être enregistrés, empêchés de s'installer dans les zones qui ont été conquises par les Serbes et soit tués, soit chassés de manière permanente. Nous avons maintenant la planche 96 qui nous montre le rôle qui a été joué par ces centres de détention dans le cadre du nettoyage ethnique. Ici, il est question d'un de ces centres qui s'appelle Kula et il est décrit au point C8.1 de l'acte d'accusation. Un membre du corps de Sarajevo-Romagna, ici le 17 juin 1992, fait part de ses préoccupations. Il dit que ce camp est utilisé pour séparer les civils selon leur appartenance ethnique. Et vous verrez que de telles inquiétudes ont absolument pas été entendues et que des crimes de Kula, eh bien, ont continué pendant 2 ans et demi après
que ce rapport ait été écrit. Alors, dans chaque municipalité, nous avons un système propre à celle-ci pour placer les non-Serbes en détention. Nous avons des centres ad hoc qui sont créés dans des postes de police, des écoles locales, des usines, des garages, si besoin était, des endroits comme la maison de Karaman de Foča ou l'école élémentaire de Kalinovic, par exemple. Et là, on brutalise les détenus, on les torture et souvent, on les tue. Alors, très rapidement, on verra s'installer des centres plus importants, plus grands, qui sont des centres de détention régionaux où arrivent des prisonniers envoyés par les autorités municipales. Nous avons des centres comme Batković, Kula. Et celui qui est de plus triste notoriété, c'est Omarska et puis aussi Keraterm à Prijedor. Eux, ils sont dirigés par les policiers de l'ARS avec le personnel de la VRS qui assure la sécurité autour du périmètre du centre. La VRS a également créé directement des camps. Le camp de Manjača, de Banja Luka, celui de Batković près de Bijeljina. Les deux ont été créés par la VRS. Sušica de Vlasenica, ce camp a été créé par un ordre signé par le commandant Andrić. La planche 97. Maintenant, nous avons l'ordre donné par Mladić relatif à la création du camp de Manjača. Osman Selak viendra déposer, ex-colonel de l'armée yougoslave. Il était présent le 1er juin 1992 lorsque le colonel Momir Talić a donné l'ordre de créer Manjača. L'ordre de Talić pour que Manjača soit créé, donc l'ordre du premier, a été traduit dans les faits par cet ordre du 12 juin. Je vous donne un petit instant pour lire l'ordre lui-même. Dr Enes Sabanović décrira les sévices physiques et les conditions inhumaines dont ont été victimes les détenus de Manjača. Il a été médecin, détenu au camp, et on l'a forcé à établir des certificats de décès qui étaient des faux pour dissimuler des meurtres des détenus. Je vais demander à Madame Stuart de nous montrer une vidéo qui vient d'un rapport journalistique sur le camp de Manjača, même si le rapport est en anglais. La bande-son s'est détériorée depuis les années et nous avons des sous-titres qui vous permettront de mieux comprendre les propos du journaliste. La voix de l'homme, des conditions dans lesquelles ces gens sont détenus sont complètement inhumaines. Les prisonniers nous ont dit que c'était encore plus tragique dans le camp d'Omarska. C'est comme pour des enfants. Maintenant, il y a plus de 600 hommes ici. C'est là qu'ils vivent 24 heures en continu. Des conditions ici sont terrifiantes. La direction serbe de Bosnie est placée sous des pressions très importantes afin de permettre accès à ces camps. Nous avons vu des détenus qui sont entassés dans des étables à animaux. Fin de la diffusion de la bande vidéo. Reprise des débats. Il n'y a aucun doute que Mladić et ses subordonnés qui ont dirigé ces camps ou qui ont participé à l'opération étaient au courant de ce qui s'y passait. Nous avons ici un rapport. C'est la planche 99 et nous voyons que les responsables de Manjača se rendent parfaitement compte de l'illégalité de ces centres et du rôle qu'ils ont joué dans le nettoyage ethnique. Et je cite, ce camp peut être considéré comme un camp de détention, c'est-à-dire un camp destiné à mettre sur pied une ségrégation des musulmans et des Croates et l'histoire ne nous le pardonnera pas.
Fin de citation. En fait, dans de nombreux cas, le placement en détention de ces prisonniers a servi en fait à un double objectif de la direction serbe de Bosnie. D'un côté, il s'agissait de faciliter le nettoyage ethnique et d'autre part, dans certains cas, dans ces camps, on a rassemblé des gens qui pouvaient être utilisés comme otages. Et Jouplanine le dit, planche sang, et je le cite. La troisième catégorie se compose d'hommes adultes sur lesquels le service n'a aucun élément d'information d'intérêt sécuritaire pour nous jusqu'à présent. Par conséquent, ils peuvent être considérés, traités comme otages. Fin de citation. Tous ces camps faisaient partie intégrante d'un système, un système destiné à détenir et à soumettre de mauvais traitements les non-serbes qui étaient la cible de la campagne de nettoyage ethnique. Ces camps faisaient partie intégrale d'un projet global qui visait à prendre les terres des non-serbes qui y vivaient. Ces camps de détention étaient des endroits de très grande souffrance, pas suffisamment de nourriture, l'hygiène élémentaire, rudimentaire, inadéquate pour le très grand nombre de détenus qui étaient placés. Souvent, les détenus ont été victimes de coups, de tortures, de viols et d'autres crimes ou de sévices sexuels ainsi que de meurtres. Les conditions étaient inhumaines, même insuffisantes pour y garder des animaux et encore moins des êtres humains. En plus de ces conditions inhumaines, les prisonniers ont souvent dû subir des séances de passage à tabac qui étaient souvent tellement extrêmes qu'ils y laissaient leur vie. Alors, je vais maintenant vous montrer une vidéo qui nous montre des détenus de Tornobolier. Nous n'entendons pas la bande son. Nous allons vous la montrer pour la valeur qu'ont ces images et non pas pour ce qui est contenu dans les propos des prisonniers. En une seule nuit du mois de juillet 1992, au camp de Keraterm à Prijedor, environ 150 hommes ont été sommairement exécutés. Au cours du même mois, environ 150 hommes ont été tués à Omarska. Environ 140 prisonniers du camp de Sušica ont été tués en une seule fois au mois de septembre 1992. Les survivants de ces camps décriront les conditions qui y prévalaient et qui dépassent tout simplement le domaine de notre expérience. Un extrait du témoignage du témoin RM008 apparaît à présent à l'écran dans la planche numéro 102. Il a été témoin du massacre de 150 hommes à Keraterm, événements qui se sont produits dans ce qu'il est convenu d'appeler le massacre de la pièce numéro 3. Je cite, question, savez-vous combien de personnes ont été détenues dans la pièce numéro 3 à Keraterm? Réponse. Une fois qu'elles ont été comptées, le chiffre auquel on est parvenu était de 570. Les gens étaient entassés comme des sardines. Il y avait de la transpiration sur les murs transpiraient, et il faisait très chaud, et les gens léchaient ces murs en quête de quelques gouttes parce qu'il n'y avait pas d'eau. Fin de citation. Personne d'entre nous ne peut imaginer des conditions à ce point dures. Personne ne peut imaginer une soif dévorante au point de vous pousser
à lécher la sueur condensée sur un mur. Je voudrais conclure au sujet des camps de détention en vous présentant une carte des principaux camps de détention auxquels se réfère l'acte d'accusation. La planche numéro 103 indique les sites des principaux camps de détention où les personnes capturées dans les municipalités étaient envoyées, après avoir été parfois d'abord détenues dans de plus petits centres de détention municipaux. Comme vous pouvez le voir, dans la zone correspondante au second objectif stratégique, nous trouvons Marska, Keraterm, Ternopoli et Maniacha. Dans la zone concernée par le troisième objectif stratégique se trouvent Batkovic, Lasenica, Rasadnik et Kapedom. Kula se trouvait à l'extérieur de Sarajevo. Il s'agissait d'un système intégré de détention et de mauvais traitement qui avait été spécifiquement conçu pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques. Penchons-nous sur le cas du témoin RM041 qui a dû endurer une détention dans pas moins de 6 camps différents. Son périple a été reproduit sur la planche numéro 103. Il s'est d'abord retrouvé dans le centre de détention de l'école locale Veljko Vlahovic à Rogatica. Ensuite, il a été transféré à Rasadnik, d'où on l'a emmené au poste de police de Zvornik. Ensuite, il a été transféré à Batkovic. On l'a fait ensuite revenir à Rasadnik. Et enfin, il est emmené à Kula, d'où il a fini par être libéré. D'autres témoins décriront leur périple à travers le système des camps, la façon dont ils ont transité par plusieurs des plus grands camps de la Kraïna avant d'être relâchés ou de s'échapper s'ils avaient de la chance. Les prisonniers de ces camps étaient utilisés comme main-d'œuvre pour des travaux forcés. Dans certains cas, ils étaient contraints de travailler dans des zones de combat dangereuses. Certains des transferts de camp à camp répondaient aux besoins de main-d'œuvre. Pendant le cours du procès, l'accusation demandera le versement de documents militaires qui exposeront plus en détail la nature de ce système. La crise des otages à présent. Le dernier volet de la cause de l'accusation concerne la crise des otages de 1995. Un ensemble d'événements au cours desquels les membres des forces de maintien de la paix de l'ONU ont été pris en otage par des membres de la VRS. Le 31 août 1994, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel a publié un entretien avec Radovan Karadzic. Vous pouvez en voir un extrait sur la planche numéro 104, ou plutôt 105, excusez-moi. Au cours de cet entretien, Karadzic a été tout à fait explicite quant à son intention de donner l'ordre de prendre des otages, et notamment de prendre des membres du personnel des Nations Unies en otage, auquel l'article se réfère comme au casque bleu. Karadzic, de concert avec Mladic, a mis à exécution cette menace qui fait l'objet du chef d'accusation numéro 11, le crime de guerre de prise d'otage. Je voudrais maintenant revenir à Sarajevo afin de vous fournir des éléments de contexte concernant cette crise des otages et cette période s'étendant du 26 mai au 19 juin 1995, au cours de laquelle les forces de Mladic ont pris plus de 200 membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies en otage. Le 16 mai 1995, la VRS a entamé l'un de ces bombardements les plus lourds de Sarajevo, en tout cas depuis 1993. En mai 1995, il y avait 7 équipes d'observateurs militaires des Nations Unies déployées à travers la ville. Leur tâche consistait à surveiller les activités militaires, ce qui impliquait notamment de compter les obus tirés sur la ville de Sarajevo. Il y a 17 ans, ce même jour, à cette même date, plus de 1500 détonations ont été enregistrées à Sarajevo en réponse à une attaque au mortier de l'armée bosnienne visant la caserne de la VRS de Lukavica.
plus de 1500 obus ont été tirés sur la ville par l'armée des Serbes de Bosnie. Le 24 mai 1995, le général Rupert Smith, commandant de la Fort Pronu, a posé un ultimatum à Karadzic et Mladic, leur enjoignant de cesser leur bombardement aux armes lourdes. Ces derniers ont refusé de se conformer à cette injonction et en réponse, les avions de l'OTAN ont attaqué 2 dépôts de munitions des Serbes de Bosnie. La VRS a alors répondu en empêchant certains observateurs militaires des Nations Unies de quitter leur poste, alors qu'elle en écartait d'autres pour les placer en détention sur différents sites. La VRS a enlevé 33 membres supplémentaires du personnel de la Fort Pronu de leur poste d'observation à Goražde. À Sarajevo, des dizaines de membres de la Fort Pronu ont été pris en otage entre le 26 et le 27 mai. Sur la planche numéro 106, nous trouvons la description par un casque bleu de la façon très directe dont il a été pris en otage. Je cite, l'officier, sur un ton très déterminé, a dit qu'à partir de maintenant, c'était lui qui commandait. Et ensuite, il a dit exactement ceci. À partir de ce moment précis, nous étions pris en otage par l'armée. Fin de citation. La VRS a également utilisé les otages des Nations Unies et leurs uniformes pour attaquer d'autres postes d'observation des Nations Unies et en prendre le contrôle et pour capturer des otages supplémentaires. À la fin du mois de mai, plus de 200 membres du personnel des Nations Unies étaient détenus par la VRS et au moins 17 d'entre eux étaient utilisés comme des boucliers humains afin de protéger les installations de la VRS contre de nouvelles frappes aériennes. Un de ces observateurs militaires des Nations Unies a été filmé par une chaîne de télévision locale alors qu'il était attaché à une station radar. Lorsqu'il a été amené sur place, sur ce site, il a entendu certains de ses geôliers dire que Mladic voulait que le personnel des Nations Unies soit filmé sur le site de la station radar. Les membres du personnel des Nations Unies étaient retenus par la force ou sur la menace qu'il y serait fait recours. La plupart d'entre eux ont été maintenus au secret, sans aucune communication avec leur commandement supérieur. Certains ont été battus, se sont vus infliger de mauvais traitements ou ont été objets de menaces. Le 26 mai, M. Mladic a parlé avec le général Nicolai et le général Rupert Smith. Sur la planche 107, vous pouvez voir un extrait de cette conversation. Et dans ce passage particulier, Mladic reconnaît que le personnel ou que des membres du personnel de la Fort Pronu ont été placés sur des sites constituant des cibles de frappe aérienne pour l'OTAN. Je cite Nicolai, j'ai été informé que vous retenez en détention 8 de mes observateurs non armés et que 3 d'entre eux sont attachés à l'enceinte d'un dépôt de munitions à Palais. Et aussi que sur votre ordre, ces hommes seront tués en cas de nouvelles frappes aériennes. Réponse de Mladic, j'ai été informé que certains représentants de la Fort Pronu ont été localisés sur le site d'installation prise pour cible hier et aujourd'hui par le général Smith. Dans la planche numéro 8, la suivante, nous voyons un autre passage de la même conservation. On dit à ce moment directement à Mladic, je cite, « Des menaces ont-elles été adressées à ces personnes, leur disant qu'elles allaient être tuées? Avez-vous, général Mladic, menacé de les tuer ?» Réponse de Mladic, je cite, « Le général Smith n'a aucun droit de m'interroger. Je m'attends à de nouvelles frappes aériennes. J'espère qu'on vous a informé de ma réponse. Je sonnerai leur dernière heure. » Fin de citation. Smith et Nicolai ne comprenaient pas. Citation, « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Fin de citation. Mladic a ensuite dit, je cite, « Laissez-le bombarder et il verra. » Fin de citation. Le 26 mai, Mladic a menacé
directement Smith de s'en prendre aux 8 observateurs militaires des Nations Unies retenus en otage. Sur la planche suivante, à présent, le 28 mai, Mladic a confirmé à Smith que certains des membres capturés du personnel des Nations Unies étaient retenus à son propre quartier général et sur d'autres sites de la VRS considérés comme des cibles potentielles de l'OTAN. Sur la planche 109, on voit le passage particulier indiquant que Mladic détenait des otages à son propre quartier général afin d'éviter qu'il ne soit pris pour cible. Je cite, Général Smith, vous êtes responsable de ce qui s'est passé. C'est vous qui avez commencé à tuer avec les avions de l'OTAN. Nous traitons les soldats de la Force Pronu correctement et de façon humaine. C'est exact, nous avons placé certains d'eux sur un certain nombre de sites, à commencer par mon quartier général, etc., parce que nous avons estimé que vous alliez désigner ces sites comme cible pour un tapis de bombes de l'OTAN. Mais en dehors d'un très petit nombre de cas, nous les avons traités correctement. Fin de citation. Les otages ont été retenus jusqu'au moment où le premier d'entre eux a été relâché le 2 juin 1995. Ce processus devait se poursuivre jusqu'au 19 juin. J'ai déjà dit plus tôt quelle était la situation dans les enclaves orientales. Je vous ai parlé du plaidoyer du général Morillon qui s'est adressé à Mladic pour l'enjoindre de résister à toute tentation de nettoyer ethniquement le secteur. Je vous ai parlé de la menace adressée par Mladic à David Harland de tuer toutes les personnes se trouvant dans l'enclave sauf les enfants, concernant donc les enclaves orientales. Je vais maintenant passer la parole à M. Peter McCloskey qui décrira les événements liés à l'une de ces enclaves à l'été 1995, celle de Srebrenica. Alors, nous avons pris moins de temps que nous n'avions estimé pour cette partie de notre propos liminaire et si les juges de la Chambre estiment qu'il est opportun de lever l'audience maintenant, nous en serions satisfaits pour poursuivre demain, où nous pouvons évidemment poursuivre après une courte pause. Le Président. Merci, Monsieur Groom. Nous avons été informés que M. McCloskey aurait besoin d'environ 2 heures, n'est-ce pas, M. Groom? En effet, le Président. Et ensuite, vous aborderez des points juridiques, M. Groom. Je pense que nous aurons besoin d'environ 30 à 45 minutes pour cela. Le Président. Ce qui signifie que nous en aurons peut-être terminé à la fin des 2 premiers volets d'audience de demain. Monsieur Groom, c'est possible. Le Président, oui. Si quoi que ce soit se présente demain, des questions d'intendance ou autres, nous aurions donc encore un peu de temps pour cela, Monsieur Groom. Je crois, en effet, Monsieur le Président. Le Président. Eh bien, dans ce cas, votre demande de permettre à Monsieur McCloskey de ne démarrer que demain est approuvée. Avant de lever l'audience, juste une brève observation, Monsieur Groom. Page 56, ligne 22 du compte-rendu d'audience, vous faisiez des citations. Vous citiez à partir de ce qui est décrit comme une conversation entre M. Mladic et M. Lesic. Vous avez dit que vous ne citiez pas toujours littéralement. Et dans cette ligne, nous lisons, je cite, « Et chaque fois que je venais à Sarajevo, je tuais. » Fin de citation. En tout cas, c'est la façon dont vous l'avez cité. Alors que page 57, ligne 13, la même chose est consignée non pas au passé, mais au présent. Il est dit « Et chaque fois que je viens à Sarajevo, je tue. » Fin de citation. Je souhaitais simplement consigner ceci au compte-rendu. Peut-être s'agissait-il d'un lapsus ou d'une erreur, je ne sais pas, M. Groom. Monsieur le Président, c'était une imprécision. Il ne faut pas retenir ce temps du passé. Le Président, très bien. Je consulte également mes collègues. S'il n'y a rien d'autre à soulever à ce stade, nous allons lever l'audience et reprendrons demain, 17 mai, à 9 heures, dans cette même salle d'audience.